Messieurs, dames, bonjour. J'ai grand plaisir à prendre la présidence de cette deuxième demi-journée. Mais comme on est déjà beaucoup en retard, je vais immédiatement lancer la suite des travaux. Nous allons tout de suite démarrer cette deuxième partie consacrée aux instruments du droit coutumier par une intervention de M. Daniel Rodriguez, magistrat, accompagné de deux assesseurs, pour nous parler du rôle de la juridiction en formation coutumière. Merci. La coutume judiciaire arrive aujourd'hui à maturité. Il était temps qu'elle soit reconnue et l'Université de Nouvelle-Calédonie a accompli un travail impressionnant. Je me sens tout petit dans ma contribution par rapport aux travaux qui sont rassemblés dans le rapport qui vient d'être publié. D'autres équipes ont prétendu, sans rencontrer les juristes, rendre compte de ce travail et là, comme ça, non plus. On me dit que si d'un côté. Bien, donc je disais que la coutume judiciaire était aujourd'hui arrivée à maturité et que le travail accompli par l'Université de Nouvelle-Calédonie est impressionnant et important et, à mon avis, marque le début d'une véritable réflexion sur cette justice particulière à ce territoire. Je disais également que d'autres équipes de chercheurs qui, sans consulter les juristes, sans même dialoguer avec eux, ont porté des jugements définitifs sur cette justice et ont publié, alors je vous renvoie à cela, la coutume kanak dans l'État, par exemple. Je ne m'attarderai pas sur ce travail, mais je serai peut-être amené à revenir sur quelques-unes de leurs appréciations tout à l'heure. À côté de moi, parce que la justice coutumière, ça n'est pas un magistrat professionnel, ça n'est pas un juge qui vient de métropole et qui est transplanté ici sur ce territoire. Je ne dis pas transporté, je ne dis pas déporté, je dis qu'il vient exercer sur un territoire qui est différent, qui a une histoire, qui a un peuple premier, qui a sa culture, et que cette justice, elle ne peut pas ignorer cette réalité. Alors, M. Damas Tenboeon, qui est de l'ère Otmawap, et M. Isaac Mandupoveux, qui est de l'ère Adjiareux, sont des assesseurs réguliers de la juridiction coutumière, et je les remercie de m'accompagner aujourd'hui et peut-être de répondre à vos questions sur ce qu'est leur rôle et ce qu'ils peuvent apporter. Ils vont sans aucun doute enrichir la contribution qui est aujourd'hui développée devant vous. Je ne vais pas reprendre la contribution écrite que vous aurez, si vous ne l'avez déjà lue, que vous aurez l'occasion de lire tranquillement. Je m'arrêterai sur quelques aspects de cette juridiction avec l'aide de ces deux assesseurs. Bon, lorsque des Kanaks ont un différend, un litige, qu'ils sont en désaccord, ils peuvent régler ce désaccord par des voies violentes. C'est souvent ce qui arrive. Et cela nous échappe. On ne peut que constater le résultat d'un règlement violent de ce conflit. Et c'est la justice pénale qui intervient. On en parlera demain. Mais lorsqu'ils acceptent de saisir la juridiction, eh bien, c'est devant nous qu'ils comparaissent. Parce que leur statut et les règles de la coutume qui régissent leur vie, eh bien, elle doit être prise en compte et elle doit occuper toute sa place dans la décision qui est prise. Comprenons-nous bien, ce sont les Kanaks qui viennent nous voir. Une juridiction, elle ne prononce pas des décisions comme cela qui viennent... qui tombe tout d'un coup, non. C'est parce que quelqu'un nous demande de rendre une décision que nous sommes amenés à intervenir. Et ça, c'est essentiel.
et nous ne statuons que sur ce qui nous est demandé. Alors, nous allons voir comment nous répondons aux demandes des justiciables kanaks, mais que les choses soient bien claires. Il n'y a aucun impérialisme judiciaire à vouloir réglementer, régenter une vie coutumière. Ça n'est pas notre rôle. Nous n'avons à connaître que des difficultés de certains membres de cette communauté, voire de clans entre eux. Nous n'avons pas à dire comment on doit vivre dans la coutume. Alors, pour cela, et c'est en 1982 que la juridiction coutumière a été instaurée, on a donc envisagé, et c'était Jean-Marie Djibaou qui était président du gouvernement à cette époque. C'est une référence incontournable. Lorsque je suis arrivé sur ce territoire il y a 18 ans, au moment où l'accord de Nouméa venait d'être signé, que la loi organique venait d'être publiée 2 mois plus tôt, j'ai regardé les textes, j'ai vu que le statut civil coutumier occupait la première partie de la loi organique. C'est donc la primauté qu'on lui accordait qui n'était pas contestable. Et ce sont les signataires de l'accord de Nouméa qui l'ont voulu ainsi. Que doit faire un magistrat, que doit faire un juriste face à un tel constat? Accorder au statut civil coutumier et à ceux qui en sont les ressortissants l'importance que les signataires ont voulu lui donner. Lorsque donc, en 82, cette juridiction a été constituée, on a vu qu'elle n'a réellement commencé à fonctionner que bien plus tard. On pourrait se demander quelles ont été les résistances. Des ouvrages analysent cette période et rappellent les décisions rendues par la Cour de cassation, qui a toujours été, pour un juriste, est essentiel, une référence dans le rappel de ce que nous devions respecter comme justice à l'égard des Kanaks. 91, 92, tous ces arrêts sont cités dans les contributions. L'avis de 2005 ensuite. Alors, je suis à l'origine de la demande de cette demande d'avis, donc je peux vous en parler. Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on en arrive à demander à la juridiction suprême de donner son avis sur l'interprétation à donner aux dispositions de la loi organique? C'est évidemment parce qu'un mur existait ici. Un mur d'incompréhension, de refus de prendre en compte la réalité coutumière. Il s'agissait d'un dossier dans lequel j'étais juge des enfants. Parce que la particularité des sections détachées, c'est que les magistrats ont plusieurs casquettes et peuvent donc être et j'étais à ce moment-là juge civil, juge correctionnel, juge des enfants, seul. Et je m'étais vu opposer un refus de la cour d'appel 2 ans plus tôt de voir siéger avec moi des assesseurs coutumiers. Pourtant, moi qui suis au contact des vrais gens, comme vous, je m'étais trouvé face à une famille kanak dans laquelle les enfants étaient maltraités. Cela arrive, il y a des déviances dans toute société. Ces enfants étant donc maltraités avaient été signalés et le père ne répondait pas à mes convocations. Il ne me reconnaissait pas comme une autorité légitime à ses yeux. Il m'a donc fallu sortir du palais. Et ça, c'est une des constantes de la pratique de la juridiction coutumière que de devoir aller à la rencontre de ceux qui, a priori, n'ont pas facilement la possibilité d'entrer dans un palais de justice qui représentait un symbole de la justice, comme il disait, coloniale, qui était surtout mise en œuvre dans les matières répressives, en matière pénale. Il m'a donc fallu décider que ce père, je devais le rencontrer. Parce que prendre une décision de retrait des enfants, d'accompagnement éducatif, cela est possible. Certains peuvent décider de le faire face au refus d'une famille de se présenter, mais s'il n'y a pas ce dialogue, surtout dans cette matière, où on doit d'abord convaincre, eh bien, la décision ne peut qu'être rejetée, considérée comme illégitime, et rien n'est modifié dans la perception que peut avoir
l'un des parents, que son attitude doit être modifiée. Je suis donc allé à la rencontre de ce père Kanak dans une tribu de Wailou, avec la greffière, parce qu'il faut être prudent dans les procédures, les formes, afin de ne pas être plus que nécessaire, critiqué par ses collègues, sa hiérarchie. Et donc, face à lui, je lui exposais mon rôle et je lui indiquais qu'il n'était pas possible d'accepter, quelle que soit la société à laquelle on appartenait, que des enfants souffrent par le fait d'un comportement et d'une éducation qui était inadaptée. Il a continué à me dire qu'il ne me reconnaissait pas comme un juge légitime, et que lui relevait de la coutume, et que c'était la coutume qui régissait son mode de vie, et que ce qu'il faisait, que ses méthodes éducatives étaient tout à fait justifiées du point de vue coutumier. Alors, sauf à être d'un impérialisme excessif, je ne pouvais que chercher la solution pour me permettre d'entrer en dialogue avec ce Kanak. Et cette solution, c'est la juridiction coutumière. Parce que là, le magistrat est minoritaire, ils sont au moins 2 à mes côtés, et ils ont une connaissance de la coutume. On ne peut pas leur dire à eux, vous êtes illégitime au plan coutumier. J'ai donc rendu un premier jugement pour dire que cette affaire devait, à mon sens, être jugée avec les assesseurs coutumiers, que ça relevait de la coutume. La Cour d'appel a considéré que ça n'était pas du tout possible ni prévu, que c'était une question d'organisation judiciaire, que je pouvais prendre des renseignements auprès des autorités coutumières, mais en aucun cas statuer avec eux. C'est pourquoi, 2 ans plus tard, dans un dossier similaire, eh bien, j'ai saisi la Cour de cassation. Je vous renvoie au rapport du conseiller Chauvin, qui est extraordinaire de limpidité, qui ne peut que convaincre un juriste de bonne foi, et qui m'a évidemment convaincu. J'espère qu'il a convaincu aussi les autres magistrats de Nouméa. J'en suis pas sûr, parce que après cet avis qui dit que toute la matière du droit civil est régie par la coutume et donc relève de la juridiction coutumière, après cet avis rendu en décembre 2015, c'est la Cour d'appel, cette fois, qui est mécontente de cet avis et de ce qu'il impliquait comme prise en compte de la coutume, sans doute, a saisi à nouveau la Cour de cassation pour avis, cette fois en disant « mais c'est impossible, vous ne pouvez pas nous demander de juger toutes les affaires civiles avec des assesseurs, alors que, par exemple, et alors là, le débat va s'enflammer pendant des années, alors que, par exemple, les victimes dans un procès pénal ne peuvent pas se voir appliquer les règles coutumières, on n'a pas les assesseurs coutumiers, et puis cela relève de la sphère pénale, ça ne peut pas être traité par une juridiction civile. » Que nenni la Cour de cassation, dans sa grande clairvoyance, a continué d'être logique avec elle-même, en cohérence. À quoi sert une Cour de cassation? À quoi sert une Cour suprême? Il y en aura peut-être une ici un jour. À quoi sert-elle si elle n'éclaire pas ces magistrats qui se perdent dans quelques considérations locales? Bon. Et donc, les choses étaient à nouveau posées. Alors, la Cour de cassation, dans son premier avis, avait réuni une composition d'autorité, avec son premier président, des présidents de chambre. Pour le deuxième avis, elle a bien senti qu'il y avait là un débat dans lequel on voulait l'entraîner, qui n'avait pas l'importance qu'elle pouvait lui accorder. Et donc, les membres de la composition n'avaient plus du tout le même rang. C'est déjà un signe pour qui connaît le fonctionnement de l'institution judiciaire. Et donc, voilà, ce deuxième avis est sorti, mais néanmoins, il y a eu tous ces débats dont on a parlé ce matin sur la prise en compte de la victime, la possibilité de dédoubler le procès ou pas, la discrimination qui existe entre les victimes de statut coutumier et les autres, qu'on renvoie à une juridiction différente, qui ne peuvent pas obtenir tout de suite cette monnaie nécessaire à réparer leurs préjudices. L'un des avocats a indiqué quelle était
la suite de ces décisions, parce qu'elles ne sont pas désincarnées, ces décisions, elles sont rendues, elles créent un droit financier, mais néanmoins, aucun de ceux qui sont condamnés par les juridictions pénales, coutumières, cours d'assises ou autres, à verser des dommages-intérêts, n'ont la possibilité financière de s'en acquitter. Aucun. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une décision qui n'est financière que sur le papier, à chèque en blanc. Alors on saisit ce qui existe pour éviter qu'il y ait une inégalité entre ceux qui peuvent trouver à exécuter une décision parce que les moyens existent et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et donc ce fonds de garantie dont on a parlé, il verse les sommes que devrait normalement verser le condamné. Bon, il y a eu des incertitudes, des incompréhensions sur ce que devait verser le fonds. D'accord, mais ça doit pouvoir être réglé. À la limite, il faudrait un fonds de garantie calédonien. Ça n'est pas le plus important. Le plus important, me semble-t-il, c'est bien de constater que la décision qui est rendue n'est pas exécutée à l'égard du condamné. Ça relativise un petit peu tout ce débat. Alors, il y a des voies détournées, comme la CIVI. On nous a dit que c'était un moyen pour éviter la juridiction coutumière. Et alors, la CIVI, elle existe, mais il n'y a pas de coutumier en son sein. Bon, elle indemnise en appréciant elle-même le préjudice causé et le montant qu'elle peut accorder selon des barèmes qui peuvent exister, qui ne sont pas admis, mais qui existent pour tenter de parvenir à une égalité entre le traitement de tous. Voilà. Si on va devant la CIVI, on évite la juridiction coutumière et on obtient le même résultat. C'est le fonds de garantie qui paye cette fois sans difficulté. Voilà. Ces questions d'argent ne sont pas l'essentiel pour les Kanaks. C'est bien pour cela que les débats sur l'articulation entre coutume de pardon et indemnisation a pu conduire à quelques appréciations qui sont, à mon sens, malhonnêtes. Jamais la juridiction coutumière n'a imposé une quelconque coutume de pardon à qui que ce soit. Jamais. Jamais la juridiction coutumière n'a refusé une indemnisation à des victimes de viols ou d'agressions sexuelles encore vivantes. Jamais. Qu'on nous montre une décision où on dirait qu'il n'y a pas de préjudice et qu'il n'y a pas de droit à indemnisation. Il n'y en a pas. Bon. Il a pu y avoir des discussions sur des demandes d'indemnisation alors qu'ils étaient formés avec une cohorte de demandeurs. On a vu arriver près de 20 demandeurs. Alors là, on a mobilisé tout le clan, les cousins, arrière-petits-cousins, etc., qui demandaient tous, selon le principe du droit commun, à obtenir leur part d'indemnisation. Bon. Il n'y a pas eu de difficulté là non plus. On a accordé des sommes. On a pu avoir des débats et c'est tout l'intérêt de ce colloque que de pouvoir vous révéler ce qui ne peut être exposé parce que le secret du délibéré nous impose de garder des débats secrets. Donc. Mais si nous sommes 3 ou 5, et souvent, lorsque des affaires sont d'importance, nous sommes 5, hein, bien, on se retrouve autour du dossier après avoir entendu les parties, parce que l'oralité est essentielle. Et on demande à ce que les personnes comparaissent devant nous pour s'expliquer et dialoguer. Lorsqu'on se retrouve ensuite pour... eh bien, le magistrat peut se trouver en minorité. Bon, c'est la règle. Ce sont des juges comme moi. S'ils ont une opinion et qu'ils l'argumentent, je ne peux que constater que je suis minoritaire. Tous mes collègues ne sont pas forcément aussi respectueux de la majorité. Bon. Mais ensuite, la difficulté qui apparaît, et c'est vrai pour tous les types de décisions, c'est qu'il faut écrire, motiver. Et là, je reconnais qu'il y a des imperfections. Parfois, des incohérences peuvent apparaître.
parce qu'il comprenait combien le magistrat peut se trouver désarçonné à devoir expliquer une décision qu'il ne partageait pas forcément dans le délibéré. J'aimerais que les assesseurs passent à un stade supplémentaire un jour et rédigent eux-mêmes les décisions, pas en langue. Il est encore imposé que la langue française soit celle qui motive les décisions de justice. Mais voilà, cela c'est la mécanique, c'est le procédé de prise de décision de la juridiction coutumière qui est collégiale. Alors que dans nombre de juridictions aujourd'hui, il n'y a plus que le juge unique. Il y a un juge tout seul qui entend, qui décide. Toute la richesse de cette juridiction et l'indispensable présence des assesseurs coutumiers, elle permet ce dialogue en délibéré. Le dialogue, il est dans des affaires où ça n'a pas autant de gravité, il est entamé et il se déroule avec les parties. Parce que le souci des assesseurs, tel que je l'ai constaté depuis 18 ans, c'est de convaincre, c'est de parvenir à ce que personne ne se sente humilié et que chacun fasse un pas pour rejoindre l'autre. Alors, c'est parfois un mauvais arrangement qui peut être trouvé, mais c'est quelque chose qui pacifie ces relations. Et ça, nulle part ailleurs, je ne le vois. Dans d'autres juridictions, on écoute, on se retire et on rend une décision à charge pour ceux qui sont là de faire appel s'ils sont mécontents. Alors, ils pourront vous expliquer plus précisément comment ils vivent cette justice coutumière. En tout cas, il faut aussi se rendre compte que la part de dossiers coutumiers par rapport à la population de statut coutumier. On nous dit qu'il y a près de 45% de personnes de statut coutumier. Là, les débats sont assez vifs sur ces questions, puisqu'on doit être établi une liste référendaire où ils ont quelques droits particuliers. Et donc 45% de personnes de statut coutumier, ça ne représente que 15 à 20% des décisions de justice civile qui sont rendues. Donc, il faut là aussi réduire les critiques possibles. Cela signifie à mes yeux qu'il y a encore une vivacité au sein du monde coutumier pour parvenir à trouver une solution à un différend. Et l'ordonnance de 82 qui institue les assesseurs coutumiers prévoyait dans son premier article que les autorités coutumières ont un rôle de conciliation et de médiation. Mais ils n'en rendent compte à personne, on ne sait pas quelle est la réalité de ces procédés, de ces affaires qui sont l'objet de conciliation. Je suis persuadé qu'elles existent et que des affaires sont traitées avant que cela n'arrive au tribunal. Alors, on peut avoir le sentiment, quand on regarde certains films, quand on lit certains articles, que le magistrat professionnel bouscule les canaques devant la juridiction, en leur rappelant parfois qu'ils ont oublié d'où ils venaient, qu'ils n'étaient pas canaques. Mais ceux qui viennent devant nous, on nous disait tout à l'heure qu'on avait besoin de connaître les règles applicables, qu'il fallait une sécurité juridique, bien sûr. Mais les règles, elles sont connues des canaques. Elles ne sont pas connues des avocats. Elles ne sont pas toujours connues du juge avant qu'on ne lui explique. Mais elles existent. Et ceux qui viennent devant la juridiction les connaissent. Bien sûr qu'ils les connaissent. Ils ne sont pas tous de bonne foi, les justiciables. Et donc, lorsqu'ils se présentent devant nous, ça n'est qu'un rappel. Et là, les assesseurs jouent tout leur rôle. Et face à nous, j'ai rarement entendu un canaque dire à un assesseur « Mais non, pas du tout, ce que vous me dites là, sur la règle coutumière applicable, c'est pas vrai. Jamais. » Est-ce que c'est arrivé ? Et pourquoi ça n'arrive pas ? Je dirais qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand ils vous voient, ils savent qu'ils ne peuvent pas raconter l'histoire. Bon, s'ils ne voyaient que le juge occidental, qu'est-ce qu'ils feraient ? Alors, s'il vous plaît, modérons un peu
cette idéalisation des Kanaks qui seraient maltraités par un appareil judiciaire. C'est eux qui nous saisissent. Ils essayent de contourner les règles coutumières la plupart du temps, bien sûr. Comme tout justiciable de mauvaise foi, chez nous aussi ça arrive. Et c'est le jeu. Ça ne représente que peu de dossiers et ça ne peut pas aller plus loin que la comparution devant les assesseurs coutumiers. Il suffit qu'ils soient là, qu'ils les regardent, pour que leur revendication à un droit qui serait, alors, droit commun, eh bien, s'estompe tout d'un coup. Il reste quand même que leurs conseils sont là pour soutenir fermement leurs demandes. Et il me paraît essentiel que lorsque les conclusions sont prises, elles soient intégralement reportées dans le jugement. Pourquoi ? Parce que la décision qui est prise, elle est le résultat de ce débat avec les arguments qui sont apportés. Et il faut que l'on voit quels sont les arguments apportés. Alors, vous pouvez être trompé, vous pouvez être... mais il est important que lorsqu'on examine une décision, on voit sur quoi on nous a demandé de statuer. Nous ne pouvons rendre une décision que sur ce qu'on nous demande de trancher. Je le répète, c'est essentiel. Donc que l'on cesse de croire que nous voulons modeler une société coutumière selon des conceptions néocolonialistes. Ça suffit. On essaye de faire un travail avec les moyens dont on dispose. C'est insatisfaisant. Lorsque on a 20 dossiers à traiter dans une matinée, alors que la culture kanak fait une place prépondérante à l'oralité, eh bien on est désespéré de devoir enchaîner les affaires et de ne pas permettre que le temps du dialogue, de l'échange, puisse apaiser les tensions qui sont devant nous. Ça aussi, ces impératifs de gestion, ils ont des conséquences directes sur le travail de la juridiction. Et il faut en tenir compte. Mais j'ai déjà trop parlé. Sur la question de la nomination des assesseurs, peut-être leur mode de désignation. Alors, là encore, il y a des critiques sur le fait que ce soit tous des hommes âgés, conservateurs, réactionnaires. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'ai vu des assesseurs qui... Il y en a un qui, depuis l'origine, était assesseur, qui est président du C, qui est aujourd'hui maire de Yengen. Il y en a un autre qui est premier adjoint à Ouégoua. Il y en a un autre qui est maire de Saramea. Ce sont des hommes, certes, parce que c'est une société patriarcale. C'est ce que révèle la Charte des valeurs. C'est une société patriarcale. Est-ce que c'est à moi de leur dire qu'ils ont tort ? Non. C'est une société qui est ce qu'elle est, qui existait avant que nous n'arrivions ici, et qui continue d'exister malgré le sort funeste qu'on lui a annoncé à plusieurs reprises. C'est comme ça. Respectons-les. Et donc, ces hommes qui constituent la juridiction, avec des femmes qui arrivent maintenant à la composer aussi, ils ne sont pas ceux tels qu'on les décrit. Ils sont dans leur société, ils sont dans la vie kanak, et ils sont tout à fait légitimes à trancher les différends entre kanaks. La participation des femmes, elle a été recherchée. On a essayé de susciter des candidatures. Et on se rend compte qu'on se heurte en fait à une certaine réticence des femmes kanaks elles-mêmes. Celles qui ont pu être approchées, puis celles qui ont été désignées, expliquent qu'il faut que leur clan les présente. Mais est-ce qu'elles osent demander à leur clan de les présenter ? Voilà. En tout cas, lorsqu'elles sont désignées, qu'elles participent à la juridiction, c'est une richesse importante. Et les femmes kanak avec lesquelles on peut discuter, après qu'elles soient passées devant la juridiction, elles disent qu'on leur permet de s'exprimer devant la juridiction. Oui, parce que les règles de procédure, c'est on donne la parole à l'un, à l'autre, et
Et on leur permet effectivement de s'exprimer. Parfois c'est difficile, alors on nous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas discuter, dont on ne peut pas parler avec certains vieux, etc. Oui, mais on aménage les possibilités de discussion. On fait ce qui nous paraît indispensable pour que chacun ait le sentiment que la justice est rendue en tenant compte des opinions qui sont les leurs à chacun. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on a vu défiler alors, chacun expose sa contribution, mais est-ce qu'il n'y a pas un échange possible? Peut-être avec les assesseurs aussi. Peut-être le réserver pour après, je ne sais pas, Étienne, oui. Ça ne se fait pas comme ça, mais... Vous préféreriez que ça se fasse maintenant? S'il n'y a pas de questions, je n'ai rien à préférer, mais il me semble qu'on est dans un dialogue et c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Peut-être qu'on a aussi besoin de penser à tout ce que vous venez de nous dire. Voilà. Témoignage important que vous venez de nous donner. S'il n'y a pas de questions immédiatement, peut-être qu'on peut prendre le temps de les laisser venir. Est-ce que messieurs les assesseurs auraient un... Oui, bien sûr. Alors, cette justice. Bonjour à tous. Lorsque l'aire d'où je viens, l'aire à Diaro, m'a proposé d'être candidat comme assesseur coutumier, j'ai accepté. Puis quand on est accepté, on prête le serment aussi de garder secrètement, religieusement, les délibérations, de ne pas promulguer. C'est un travail qui est très difficile parce qu'on a toujours été jugé. Et lorsqu'on pénètre dans l'enceinte où on voit comment les gens sont jugés, on se dit qu'on va apprendre des choses. L'espoir que nous amenons, c'est toujours par esprit. Les règles coutumières qu'on détient, c'est mythologie, esprit. Les gens se sentent bien lorsqu'il y a des assesseurs coutumiers. Parce que le langage qui véhicule dans les audiences, c'est des langages qu'on est les seuls à le dire. Parce que nous savons comment nous sommes là. Comment que nous sommes. Nous sommes les seuls détenteurs de cette règle-là. Donc on pouvait parler à tous ceux qui sont du statut coutumier, d'une manière différente de ceux qui sont les juges professionnels. Nous sommes là aussi pour aider les juges professionnels dans les décisions, dans l'audience, leur amener aussi ce qui s'empare de l'esprit du milieu kanak, de tout ce qui est coutumier. Je ne prétends pas que c'est prétentieux de ma part de dire que je connais la coutume ou que je maîtrise la coutume, mais toujours est-il que quand on vient dans les audiences de chambre coutumière, on se dit que la coutume est un élément très important, respecté. Il faut que tout kanak entretient pour les générations futures, parce que c'est un patrimoine oral, immatériel. Donc ces choses-là, on va comme assesseur. Personnellement, j'y vais comme ça. Parce que je veux côtoyer des personnes qui ont besoin de soutien. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de réparations coutumières, des réparations financières. On propose les relations coutumières parce que c'est pour parler de la cohésion sociale, de l'harmonisation. Et parce que les gens, c'est fratricide, ils sont là par rapport à une difficulté, conflit. Mais on n'oblige pas. On leur dit le sens. Parce que dans le mot coutume, l'esprit qui canalise ce pouvoir de faire des réparations coutumières, il peut être dit par tous ceux qui détiennent le pouvoir sur la maîtrise de l'esprit. C'est pour ça qu'on est là. Donc on a joué un rôle assez important dans les décisions, quelles que soient les décisions.
Mais il n'est pas exclu les réparations financières. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'argent prend le pas sur la morale. Les gens vont aller tout de suite aux réparations financières. Pourtant, le Kanak a son argent, qui a une valeur inestimable. Il y a une valeur, la valeur qu'on lui donne, nous, parce qu'on connaît. C'est ça la coutume. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes dedans. Quand nous voyons les gens venir, c'est toujours la famille, quels que soient les lieux d'où ils viennent. Parce que c'est des Kanaks. Et qui viennent des endroits où ils sont marqués par tout ce qui est foncier. Les 4 I. C'est les 4 I qui sont à l'origine de ces règles-là aussi, qui détiennent le peuple kanak dans son évolution. Merci. Moi, c'est Tiamboua Ndamas, assesseur coutumier de l'air Rotmawa. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est dit. Et on a vu sur le tableau, derrière, il y a l'esprit. Mais on ne dit pas toujours qu'il est visible ou invisible. Mais nous, on a les deux. On a celui qui est visible, on a celui qui est invisible. Et c'est cela qui fait la force coutumier, qui fait la force du geste coutumier qu'on doit faire. Que ce soit un geste de la vie active, ou geste de mort, ou geste de mariage. Et ces deux esprits-là, ils sont là présents. À celui qui est vivant, bon, on le voit. Mais celui qu'on ne voit pas, c'est celui-là qui fait la police dans les règnes coutumières qu'on fait. Et dans les règnes coutumières qu'on fait, on ne détache pas comme ça. C'est rare que ça arrive, mais avec l'évolution maintenant, on fait des choses coutumières, qu'on détache. Tel ou tel geste donné à un moment donné, ou un accord à un moment donné, mais ce geste-là peut être rejeté par celui qui veut qu'on lui donne. Soit disant, ça a été concrétisé à une époque, on ne peut plus l'en détacher. Et c'est cela qui fait notre valeur aussi. On reste dans ce qui est passé, et le passé revient dans l'avenir par le présent et dans l'évolution aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, messieurs, pour ces explications, ces témoignages. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à monsieur Cyprien Elia pour qu'il nous parle maintenant de l'acte coutumier. Bonjour, je me présente, je travaille à la DGRAC, à la Direction de la gestion de la réglementation des affaires coutumières. Donc c'est une direction du gouvernement. Donc c'est qui en charge l'état civil coutumier, qui en charge aussi des OPC, des officiers publics coutumiers. Ce poste-là, actuellement, c'était à l'époque où je rédigeais, j'étais encore chef de service. Actuellement, je suis chargé de mission. Donc voilà. Donc concernant mon intervention, c'est sur l'acte coutumier. Donc, quand on m'a demandé d'intervenir concernant la thématique de l'intégration de la coutume dans le corpus de droit commun, l'acte coutumier, au même titre que la juridiction coutumière, c'est-à-dire l'ordonnance de 82, sont un peu les vecteurs, les passerelles, porte-parole de la coutume dans le droit écrit. On dit de l'ordonnance de 82 qu'il est le porte-parole de la coutume. On va dire de l'acte coutumier, qui est la loi de pays de 2007, qu'il est la preuve de la coutume. L'autre, c'est le porte-parole, c'est dit comme ça par un professeur qui n'est plus là, M. Gagnel, concernant l'ordonnance de 82, concernant les assertions coutumiers. Et l'acte coutumier, c'est la preuve de la coutume. Donc l'acte coutumier, il est prévu par l'unique loi du pays en matière coutumière. Voilà. Pour donner une ordre d'idée, au niveau fiscalité, en 2011, il y avait 19 lois de pays. Jusqu'à présent, depuis l'accord de Nouméa, il y a juste une seule loi de pays en matière coutumière. Donc voilà, avant de dresser les mécanismes juridiques de prise en compte de la coutume, d'essence orale,
par le droit écrit, notamment par un bilan pratique de l'acte coutumier, on va situer au préalable la place un peu de la loi de pays dans les grandes étapes du droit coutumier. Donc, l'acte coutumier, d'abord, c'est sa définition. Dans le cadre de la réflexion de son intégration dans le droit écrit, l'acte coutumier constitue un outil juridique novateur et réactualisé pour mieux prendre en compte l'identité kanak. La coutume étant orale, l'acte coutumier a pour fonction principale de donner à la parole coutumière la valeur d'un écrit à caractère authentique, afin de preuve d'une décision coutumière qui aura été prise dans un cadre particulier, le palabre. C'est très important parce que le caractère authentique, c'est la valeur probante la plus élevée, on va dire dans l'ordre juridique des preuves du droit écrit. Il y a les actes sous seing privé qu'on peut contester par un autre écrit, et l'acte authentique, si on veut contester un acte coutumier, il faut faire une procédure judiciaire. Donc elle intervient dans un contexte en 2007. Pourquoi ? C'est important de le savoir. Je pense qu'il y avait c'est dit dans l'accord de Nouméa concernant les éléments d'identification, les éléments constitutifs de l'identité kanak, qu'il faut sécuriser le procès verbal de palabre. Donc il faut lui donner une force juridique beaucoup plus importante. Donc d'où ce caractère authentique qui a été... c'est aussi pour les investisseurs. Sécuriser l'investissement économique, sécuriser le foncier coutumier. Voilà. Donc le palabre est une discussion organisée selon les usages de la coutume kanak, à l'issue de laquelle une décision coutumière est adoptée. Cette décision peut être transcrite dans le cadre d'un acte coutumier. Donc l'acte coutumier, c'est vraiment la preuve, l'écrit qui permet de contenir les us et coutumes. Il y a 8 aires coutumières. Chaque aire coutumière a son autonomie coutumière. Donc les us et coutumes de chaque aire coutumière, on va dire qu'ils sont autonomes. L'acte coutumier, il fait partie d'un dispositif juridique de droit coutumier, parce qu'avant l'acte coutumier, il y a la délib de 67 sur l'état civil coutumier, il y a tous les arrêtés concernant le code de l'indigénat qui ont créé, on va dire, les autorités coutumières, les tribus, les districts. Il y a la délibération de 62 sur la succession coutumière. Voilà, tout un ensemble de règles en matière coutumière que j'appelle un dispositif de droit coutumier. Et l'acte coutumier, elle arrive en 2007, à un moment important pour, on va dire, pour être une preuve écrite de la coutume. Donc, cet état des lieux de l'acte coutumier, on va dire qu'elle est... L'acte coutumier, les autorités, elle met en action les sujets de droit coutumier, les citoyens de droit coutumier, avec leurs autorités coutumières, c'est-à-dire les chefs de clan, les chefs de tribus, les districts, et également avec les institutions coutumières, qui sont les conseils coutumiers au niveau de chaque aire et le Sénat coutumier. Donc tout ce dispositif de droit coutumier, avec l'acte coutumier, constitue l'armature de ce système de droit coutumier. Donc ils sont tous interdépendants les uns des autres. L'acte coutumier a cet intérêt de mettre on va dire, en synergie tous ces acteurs. Le sujet droit coutumier avec ses autorités coutumières, avec les institutions coutumières. Pour expliquer l'importance de l'acte coutumier, le sujet de droit coutumier qui va faire un projet en matière économique sur le foncier, il va solliciter son chef de clan pour établir un acte coutumier. Il faut déjà identifier son chef de clan. Ce chef de clan, il est identifié comment ? Par le conseil coutumier. La loi de pays de 2007 prévoit que le conseil coutumier
tient un répertoire des autorités coutumières. Donc chaque conseil tient un répertoire des autorités coutumières. Les autorités coutumières, c'est du chef de clan, des chefs de tribu, chefs de district, des conseils de chefs de clan. Ces autorités coutumières participent à l'élaboration de l'acte coutumier. Donc le sujet de droit coutumier, ça lui permet on va dire, d'être acteur de droit coutumier. C'est important en matière d'état civil, concernant l'état civil coutumier, pour une adoption, pour une reconnaissance, pour un mariage, il faut un acte coutumier. En matière de succession, quand il y a un décès, il faut faire un acte de succession pour établir l'inventaire des biens du défunt. Voilà. En matière de foncier, quand on a un projet d'habitation, quand on veut installer un compteur, il faut un acte coutumier. Donc le sujet de droit coutumier, quelque part, ça permet aussi de restructurer sa relation avec les autorités coutumières. Il faut savoir que des différentes aires coutumières avec la colonisation, il y a eu beaucoup de chamboulements des autorités coutumières, et l'acte coutumier a ce rôle aussi important de restructurer les autorités coutumières, et il a un rôle très très important à ce niveau-là. Donc, on va passer à l'explication de l'acte coutumier, parce que ça, c'est un peu je la situe un peu dans le dispositif de droit coutumier. Donc, l'explication de l'acte coutumier, pour un petit rappel historique, l'origine de l'acte coutumier. On va dire que l'acte coutumier s'inspire beaucoup d'une délibération provinciale de 1995 de la province des Îles. À l'origine, à l'initiative du grand chef Paul Clément Siazé, qui est du district de Ouetch, il y avait beaucoup d'actes coutumiers qui se faisaient avec le syndic des affaires coutumières, c'est-à-dire les gendarmes. Et beaucoup de ces actes coutumiers étaient faits sans que les gendarmes soient informés des véritables autorités coutumières, d'où les risques de dérive et de malaise. Donc, à son initiative, il a fait une réunion avec le président de la province, le président de la province, M. Richard Caloy, et ils ont établi une procédure qui est cette délibre de 2015. Et l'acte coutumier s'inspire beaucoup de cette délibre parce qu'il s'agit de passer par les autorités coutumières, le chef de clan, le chef de tribu, pour identifier le propriétaire foncier, pour établir un acte coutumier. Donc ça, c'est un peu le rappel historique. Le bilan de cet acte coutumier. Donc, dès sa mise en œuvre, dès 2007, l'acte coutumier, on va dire, a été victime de son succès. Parce que sa mise en place a généré la création de corps des officiers publics coutumiers. Ce sont des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Une délibération de 2007 qui a créé les officiers publics coutumiers. Ce sont des fonctionnaires qui sont chargés d'établir les actes coutumiers. Ils sont rattachés à la DGRAC. Ce sont des fonctionnaires, on va dire B+, catégorie B+, parce qu'ils sont recrutés à Bac+. Et donc leur rôle est d'établir ces actes coutumiers. Il y en a 2 par aire. Donc dès 2011, ils sont rentrés en fonction en septembre 2008. Dès 2011, on a fait un premier bilan d'étape, parce qu'en même temps qu'ils étaient officiers publics coutumiers, ils avaient aussi une fonction d'huissier auxiliaire. Et victimes de leur succès, je disais, en même temps des actes coutumiers, ils avaient beaucoup d'actes d'huissier à signifier. Et il s'est trouvé que ces 2 fonctions n'étaient pas compatibles. Signifier des actes pénaux et faire des actes coutumiers, très vite, ça crée un malaise. Donc très vite, il a fallu... À un moment, il y avait autant d'actes signifiés que d'actes coutumiers. Donc très vite, à un moment donné, il a fallu... Mais c'était le signe comme quoi la pratique coutumière de l'acte coutumier, avait bien été compris et accepté, peut-être différemment dans les aires coutumières, mais il y a un rôle d'acceptation. Voilà, acceptation c'est pour ça que je parle d'acceptation de l'acte coutumier. Donc
notamment en matière de construction, pour construire une maison d'habitation ou il faut un acte coutumier. C'est très important parce que c'est pour le prêt à la banque et pour toutes les autres autorisations. Donc, en pratique, certains conseils coutumiers ont très vite mis en place leur répertoire de leurs autorités coutumières. Donc, elle ne s'est pas fait tout à fait pareil dans les airs. Certains conseils, comme Païti-Chamouki, par exemple, ils ont eu un répertoire assez bien tenu, avec une validation au niveau de chaque autorité coutumière, au niveau de chaque chef de clan, chaque chef de tribu, au niveau du grand chef. D'autres conseils coutumiers ont eu des difficultés à valider ces autorités coutumières. Donc, Haute-Mawap, souvent, c'était des endroits où la colonisation avait beaucoup perturbé les autorités coutumières. Donc, ce n'était pas évident pour mettre en place, identifier les autorités coutumières. C'est pareil pour Païti-Chamouki. Païti-Chamouki, non, je venais de vous le dire, eux, ils avaient réussi à avoir une méthode de validation des autorités coutumières assez fiable. À Duaro, c'est pareil. La déstructuration liée à la colonisation a créé aussi des difficultés pour la Harachou, et également avec cette période instable, grand chef Ataï. Djoubé à Caponé, ils ont une autre pratique qui est que les répertoires des chefs de clan est contrôlé par le conseil coutumier. Yaï, les îles et Néoné, on va dire qu'ils ont un conseil coutumier relativement bien tenu, qui n'ont pas subi les revers de la colonisation. Et donc, les chefs de clan et les autorités coutumières étaient bien identifiés. Donc voilà. Il y a une tentative d'harmonisation des règlements intérieurs des conseils coutumiers pour intégrer ces modes de validation. Bon, tous les conseils coutumiers ont un règlement intérieur. Donc, voilà. Donc on va dire qu'avec ce service public de proximité jusqu'au fin fond de la chaîne, les actes coutumiers qui requièrent la signature du chef de clan, il y a un double impact. Un apaisement de la pratique coutumière sur le foncier en matière de développement économique, en matière d'amélioration de la qualité de vie. Pour prendre un exemple, par exemple, Haute-Mawap, il y avait beaucoup d'installations de poteaux électriques, le signe que les gens avaient besoin de construire, d'installer les réseaux de communication pour améliorer leur qualité de vie. Voilà. Donc il y a un peu ce bilan de l'acte coutumier que je vous dis de 2008 à 2007. Il y a eu à peu près 11 000 actes coutumiers. 11 000, bon, ça fait peu et beaucoup en même temps. Mais voilà, sur les 8 terres. Mais bon, c'est des actes coutumiers qui concernent l'état civil, le foncier. Concernant les perspectives de modification de l'acte coutumier, il y a eu un projet de proposition du Sénat en matière de succession de modifier la loi de pays sur l'acte coutumier 2007, de rajouter par exemple une autorité coutumière supplémentaire en matière de succession, par exemple l'octroi du terrain. Voilà, par exemple. Je peux citer que cet exemple. Puis bon, ils ont d'autres propositions. Donc, concernant l'acte coutumier, on va dire que la proposition du Sénat sur l'acte coutumier, elle est aussi un aspect de la mise en œuvre du pluralisme juridique coopératif que suggère le Sénat. C'est-à-dire que pour le Sénat, l'acte coutumier est une institution importante pour permettre la mise en œuvre de ce pluralisme juridique. Concernant les controverses, on va dire que par rapport à ce texte sur l'acte coutumier ou sur les successions coutumières, il y a deux conceptions de rédaction du droit coutumier. Les sénateurs qui ont une conception beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus souple du droit coutumier, moins de codification, mais plus des valeurs
des principes directeurs, notre conception qui sont plus celle de l'administration, qui est plutôt un droit coutumier beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Donc voilà. Donc voilà un peu les enjeux de cet acte coutumier. Je vais finir ça comme ça, on va dire que l'acte coutumier, c'est l'instrument, c'est la pierre angulaire du système juridique de droit coutumier. Et c'est un des vecteurs, une des passerelles, en plus de la juridiction coutumière, un vecteur d'expression de la coutume. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Cyprien Elia. Madame Christine Bidault-Garon est en train d'installer le PowerPoint dont elle a besoin, mais je crois qu'elle est presque prête. Elle va, maintenant nous parler de l'état civil coutumier, qui est évidemment dans la suite logique de la présentation de l'acte coutumier qui vient de vous être faite. Christine, quand ce sera bon, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, on est très en retard, mais si vous me le permettez, je vais quand même prendre une toute petite minute pour remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier remercier Étienne Cornu, qui m'a proposé d'intégrer ce projet de recherche, et qui en fait m'a fait un très beau cadeau, puisqu'il m'a permis de participer à une matière et de travailler sur une matière qui est l'état civil coutumier, qui est, je crois, une des matières les plus passionnantes sur lesquelles il m'a été donné de travailler. Alors c'est une matière passionnante, mais c'est une matière assez technique également, et j'espère en fait ne pas perdre tout le monde dans des détails trop techniques. Je vais essayer de faire aussi simple que possible et aussi rapidement que possible, parce que je me suis aussi engagée sur ce terrain-là. Alors l'état civil coutumier, c'est sans doute la plus ancienne marque de reconnaissance par l'État du statut qu'on a appelé au départ indigène et puis particulier, et enfin statut civil coutumier. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ça a été la seule marque de reconnaissance réelle par l'État de ce statut coutumier. Pour autant, il y a très peu de textes qui régissent ce domaine, et l'actuel état civil coutumier, il est réglementé quasi uniquement par une délibération du 3 avril 1967, alors qu'on complète à la marge par une autre délibération, mais c'est tellement à la marge que je ne l'ai même pas mise dans le PowerPoint, une délibération de 94. Et on trouve aussi des éléments dans la loi organique du 19 mars 1999, mais pas au départ, en fait, essentiellement après la réforme du 3 août 2009. Et ces éléments sont liés uniquement aux conséquences sur les actes de l'état civil des constatations ou des changements de statut, c'est-à-dire quand on doit passer d'un statut à l'autre et donc d'un état civil à l'autre. On est extrêmement loin de la multitude des textes qui régit l'état civil des personnes de statut civil. On n'a absolument pas l'équivalent de ce qu'on appelle l'IGEC, l'instruction générale relative à l'état civil, cette espèce de gros classeur, mode d'emploi de tous les officiers de l'état civil de droit commun. On trouve uniquement donc une circulaire d'application de la délibération du 3 avril 1967, mais cette délibération, elle est quand même assez succincte et c'est pas du tout comparable à ce qu'on peut trouver avec l'IGEC. Pour appréhender donc ces problématiques qui sont liées à l'état civil coutumier, il est vraiment important en fait de garder à l'esprit que, contrairement à d'autres thèmes, l'état civil coutumier, il présente la particularité de ne pas être régi par le droit coutumier, mais uniquement par les droits étatiques et calédoniens. Et l'état civil, en fait, qu'il soit coutumier ou pas, ça n'est jamais que le reflet de l'état d'une personne qui lui-même dépend du statut de cette personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les règles applicables au statut personnel, elles dépendent du droit civil ou du droit coutumier, et en ce sens, elles vont régir le négocium de l'acte, d'accord, le statut qui est contenu dans l'acte, l'instrumentum de l'acte, lui, c'est-à-dire toutes les règles quels actes peuvent être établis, quelles sont les mentions qu'on peut contenir, etc. Elles ne vont pas relever du droit coutumier, elles vont relever uniquement du droit légiféré.
Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de voir les règles qui régissent l'état civil coutumier pour essayer d'en comprendre le fonctionnement, puis voir les spécificités par rapport à l'état civil. Et puis, dans un deuxième temps, mais qui sera extrêmement raccourci, j'évoquerai quelques difficultés qui sont liées au lien entre statut et état civil. Alors, je vous l'ai dit, le principal texte qui régit l'état civil coutumier, c'est la délibération du 3 avril 67. Et ce texte, il ne se contente pas de régir les questions d'état civil stricto sensu, il va bien au-delà. Et il précise également les règles relatives aux éléments identifiants des personnes de statut coutumier, en particulier donc les noms, prénoms, les règles relatives au mariage coutumier, à la dissolution du mariage coutumier, à l'adoption, à la filiation, etc. Et comme l'état civil, finalement, ce texte, il est mêlé d'éléments qui vont toucher au statut personnel et d'éléments qui vont avoir trait à sa traduction écrite qu'est l'état civil. Alors, au niveau des services et des officiers de l'état civil coutumier, ils sont dans les mairies, exactement comme l'état civil de droit commun. Donc, à Nouméa, on va avoir 2 services d'état civil clairement identifiés, un service d'état civil coutumier, un service d'état civil de droit commun. Mais dans les plus petites communes, vous n'aurez parfois qu'un seul service, mais qui va tenir en fait les 2 registres, les 2 catégories de registres, les registres de droit commun et puis les registres coutumiers. Pour ce qui est des registres coutumiers à proprement parler, la délibération de 67 en prévoit 4. Les 3 premiers, ils correspondent à peu près à ce qui existe en matière d'état civil de droit commun. Il s'agit en fait d'un registre des naissances, reconnaissances et adoptions, un registre des mariages et dissolutions de mariage, et puis un registre pour le décès. Le 4e registre, lui, il est beaucoup plus original. C'est un registre qu'on appelle le registre de recensement. Et il découle vraiment juste là de la spécificité du statut coutumier. Donc c'est l'article 3 de la délibération de 1967 qui en fait état et qui nous dit donc les maires tiendront dans leurs circonscriptions respectives en un exemplaire par tribu des registres de recensement sur lesquels figureront par ordre alphabétique et par famille toutes les personnes originaires de la tribu. Seront recensés dans chaque tribu les citoyens de statut civil particulier dont la famille est originaire du lieu considéré. Alors, en fait, ces registres, ils permettent de connaître l'identité des personnes qui composent la tribu, et en plus, ils reprennent en fait l'intégralité des actes de l'état civil qui intéressent les membres de la tribu. Alors, personnellement, je compare un petit peu ce registre de tribu, parce qu'on l'appelle aussi registre de tribu dans la pratique, à une espèce de livret de famille de la tribu. C'est-à-dire que le livret de famille, là, il n'est pas détenu par le clan ou par la tribu ou par la famille, entre guillemets, il va être détenu par la mairie. En revanche, on retrouve le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce registre-là, on a tous les éléments d'état civil qui concernent tous les membres de la tribu. Au niveau du nombre d'actes de l'état civil coutumier, donc la délibération de 67 en fait apparaître 7. Donc les 5 premiers, on les connaît puisque c'est à peu près la même chose dans la réglementation de l'état civil de droit commun. En revanche, on va voir apparaître 2 actes beaucoup plus originaux, l'acte de dissolution de mariage et l'acte d'adoption. Là aussi, en fait, c'est toujours parce qu'il faut garder à l'esprit que le droit coutumier, il gère l'intégralité du statut personnel des personnes de statut coutumier. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour dissoudre un mariage ou bien pour procéder à une adoption, on ne passe pas devant le juge. On va passer ici par, maintenant par un acte coutumier, donc, dont Cyprien vient de vous parler, et puis également, donc, on va avoir un acte de l'état civil qui va être dressé par rapport à cet événement intéressant de l'état civil qui s'est produit. On peut regretter, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, si j'ai le temps, on peut regretter que pour l'instant, on n'a pas de lien qui soit fait dans les textes entre l'acte coutumier et l'acte de l'état civil coutumier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nous parle dans la loi de 2007 et puis l'instruction générale qui va avec de l'établissement d'un acte coutumier, par exemple de dissolution de mariage ou d'un acte coutumier de reconnaissance d'enfants. Et ensuite, en fait, on n'a pas encore modifié la délibération de 1967 et finalement, donc, il n'y a pas de lien qui soit prévu expressément et on n'exige pas de présenter l'acte coutumier pour faire la reconnaissance d'enfants, par exemple. Alors, ça, c'est la théorie et les règles. En réalité, donc,
quand j'ai rencontré, puisqu'ils m'ont très gentiment accueilli pour réaliser cette étude, le bureau de l'état civil, ils m'ont expliqué que très clairement, eux, ils exigent l'acte coutumier. Et donc pour l'instant, on n'a pas de transcription qui soit prévue en droit, mais on va dire qu'en fait et en pratique, on a une espèce de doctrine administrative qui s'est imposée, qui fait qu'on fait le lien. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas la base légale qui va avec. Alors, autre chose qui est tout à fait différente de l'état civil de droit commun, c'est l'autorité supérieure. L'autorité supérieure, en matière d'état civil coutumier, ce n'est pas le procureur de la République, comme c'est le cas en matière d'état civil de droit commun. L'autorité supérieure, alors, la délibération, encore une fois, elle date de 1967. Donc, elle érige le chef du service territorial de l'administration générale en tant qu'autorité responsable des registres de l'état civil coutumier. Donc, c'est une autorité qui est administrative. Au fur et à mesure des réformes institutionnelles, en fait, ce chef du bureau, c'est devenu le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. En théorie, ce serait donc à lui que revient ce rôle d'autorité supérieure. En réalité, non, parce qu'on a en plus derrière un système de double délégation. Donc une première délégation qui va être faite au directeur de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières, la DGRAC, et puis une deuxième délégation qui va être faite au chef du service de l'état civil coutumier. Donc concrètement, l'autorité supérieure, c'est ce chef de l'état civil coutumier, chef de bureau, même si ça n'apparaît nulle part dans les textes. Là encore, c'est un jeu de pistes à faire entre les anciens textes et puis les différents textes. Alors, ces fonctions, en fait, elles sont plusieurs, elles sont multiples. Il a un rôle de surveillance, un rôle de rectification des erreurs et d'établissement des actes omis, parce que, encore une fois, comme c'est l'autorité supérieure, par exemple, si on a une naissance qui n'a pas été déclarée dans les temps, on ne va pas s'adresser au juge pour obtenir un jugement déclaratif de naissance, on va s'adresser au chef du bureau, et c'est lui qui va établir l'acte omis qui sera enregistré ensuite dans les registres de l'état civil coutumier. Il a également donc un rôle de centralisation puisque les registres d'état civil coutumier doivent être déposés tous les ans auprès du bureau. Et il a enfin un rôle de mise à jour, c'est-à-dire que chaque fois qu'un maire, qu'un officier de l'état civil établit un acte de l'état civil coutumier, il doit envoyer cet acte de l'état civil coutumier au bureau. Et le bureau, ensuite, fera procéder aux mentions qui sont nécessaires. Par exemple, si vous avez un mariage coutumier qui se déroule à Coné et que l'acte de naissance de madame est dans les registres de l'état civil coutumier de Nouméa, eh bien, c'est le bureau qui fera procéder à l'inscription du mariage en marge de l'acte de naissance de cette femme dont l'état civil est détenu à Nouméa. Alors, en ce qui concerne les règles d'établissement des actes et de tenue des registres, elles sont elles aussi spécifiques à l'état civil coutumier. Et au départ, au moins, elles ont été imaginées pour respecter la coutume et le droit coutumier. Alors, cela étant, elles sont tout de même largement inspirées de celles qui gouvernent l'état civil de droit commun, et on peut relever en fait un certain nombre de difficultés qui sont liées, d'une part, à l'inadaptation des règles de l'état civil à la coutume, et d'autre part, à l'obsolescence aujourd'hui des règles qui régissent l'état civil coutumier. Alors, je vais très vite, j'espère ne pas être maladroite dans mes propos, sinon je m'en expliquerai, bien sûr. L'état des personnes, en fait, quel que soit leur statut, de toute façon, il est par essence immatériel. Et l'état civil, ça n'en est que la traduction écrite qui est rendue nécessaire pour des questions de preuve et puis aussi par rapport à l'état civil de droit commun en raison d'un attachement très fort du législateur français mais plus largement des systèmes romano-germaniques à l'écrit. On est une société dans laquelle on est attaché à l'écrit, on est attaché à la preuve écrite. À l'inverse, la coutume, par essence, elle est orale, et la notion de preuve écrite, elle n'est pas totalement absente du droit coutumier, mais on n'a pas cet attachement à l'écrit qui existe dans le droit civil. Au contraire, ce sont les gestes coutumiers qui vont créer les états et les témoins de ces gestes qui vont rapporter la preuve si besoin. On a une espèce de système en droit civil qu'on pourrait comparer à une preuve par la commune renommée. Tous les membres du clan sont témoins, on n'a pas besoin de cette preuve écrite, on n'a pas cet attachement à l'écrit. Et comme l'état civil coutumier, il a été créé à l'image de l'état civil de droit commun, on a essayé de mettre en place quelques spécificités. On a par exemple un allongement des délais de déclaration, on a la création d'actes d'adoption, d'actes de dissolution de mariage, etc. Mais
pour autant, ça reste une opération très complexe d'enregistrer l'état d'une personne de statut coutumier dans un acte écrit, tout simplement parce que ce sont les notions mêmes, on l'a vu ce matin quand on a parlé de la filiation, quand on a parlé du mariage, ce sont les notions mêmes qui ne correspondent pas forcément entre ce qu'elles veulent dire dans le droit coutumier et ce qu'elles veulent dire dans le droit civil. Alors je prends un exemple pour illustrer mon propos et je vais prendre l'exemple en fait de la reconnaissance d'enfants. Donc Fulchiron ce matin a très bien expliqué la notion de filiation, je reviens pas du tout dessus. Je me contente en fait de résumer la question dans la perspective de l'établissement de l'acte de reconnaissance. Lorsqu'un enfant naît hors mariage, ça signifie que les clans de l'homme et de la femme n'avaient pas donné leur accord à cette union. Donc l'enfant n'intègre pas le clan de son père tant que le père n'a pas effectué les 2 gestes coutumiers nécessaires, geste de pardon, geste de réservation de l'enfant, et tant que ces 2 gestes n'ont pas été acceptés par le clan de la femme. Si ces 2 gestes sont acceptés, sont accomplis et acceptés, alors il y aura établissement de la filiation paternelle et puis l'enfant changera de clan, il passera du clan de sa mère au clan de son père. Au niveau de l'état civil, l'article 35 de la délibération de 67, en fait, il témoigne en son bien qu'il y a une volonté de respecter la coutume. Parce que le texte nous dit « La reconnaissance de l'enfant naturel ne pourra se faire qu'avec le consentement de celui de ses parents déjà connus, et si aucun de ses parents n'est connu, qu'avec le consentement de la personne qui l'a élevé. » Donc concrètement, ça correspond en fait toujours au cas de la mère qui a déjà sa filiation établie et le père qui souhaite faire une reconnaissance d'enfant. Et la Cour d'appel de Nouméa voit en fait dans cet accord de la mère, même si c'est l'accord de l'autre parent, la traduction des règles coutumières, selon elle, en fait, le consentement exigé, c'est en quelque sorte la marque de l'accord clanique. Pour ma part, moi, je serais un petit peu plus réservée que la Cour d'appel parce que, selon la délibération, le consentement qui est exigé pour l'établissement de l'acte d'état civil coutumier de reconnaissance, c'est celui de la mère, c'est pas celui du clan. Et l'accord de la mère, c'est pas la même chose que l'accord du clan. Alors on pourrait me dire, oui, mais vous savez, aucune femme ne donnera son accord si elle n'a pas eu l'accord de son clan. Alors, je pense qu'effectivement, ça sera peut-être le cas la plupart du temps, mais on a quand même une affaire de 2015 où on a exactement ce cas de figure. On a une reconnaissance d'enfant qui a été effectuée par le père à l'état civil coutumier avec l'autorisation de la mère, alors que les gestes coutumiers n'avaient pas été établis. Donc on se retrouve avec une situation qui n'est quand même pas très confortable, et alors, en termes de sécurité juridique, c'est absolument catastrophique, puisque du point de vue du droit coutumier, la filiation n'est pas établie, il n'y a pas eu les gestes, et du point de vue de l'état civil coutumier, j'ai une reconnaissance d'enfant. L'état civil coutumier, sa nature, elle n'est jamais évoquée nulle part, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas des actes authentiques, comme le sont les actes de l'état civil de droit commun. Donc j'ai un acte authentique qui fait foi d'un état de la personne qui n'existe pas. Donc ici, je pense que voilà, il faudrait peut-être, si on veut avoir des règles qui correspondent à l'état civil coutumier et respectueuses de la coutume, il faudrait peut-être revoir un petit peu cette délibération de 67. Et surtout, encore une fois, on a la solution qui est assez facile à mon sens, c'est faire le lien entre l'acte coutumier de reconnaissance et l'acte de l'état civil coutumier. Puisque l'officier coutumier, lui, il a déjà tout vérifié, il a déjà l'accord de tout. Si on procède à la reconnaissance par la transcription de l'acte coutumier, au moins, on a une situation qui est sûre et qui est conforme par rapport à tout, à la coutume et aux règles de l'état civil. J'en dis pas plus sur ce point, je vous renvoie au rapport pour de plus ample développement. Il y a plein de questions extrêmement intéressantes qui se posent comme celle-là sur le respect de la coutume par un état civil censé être coutumier. Alors un petit mot rapidement des difficultés qui sont liées au lien entre état civil et statut. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, en fait, les personnes de statut coutumier, elles doivent avoir un état civil coutumier et les personnes de statut de droit commun doivent avoir un état civil de droit commun. Donc, le principe, en fait, il est très très simple. C'est à chacun son statut, à chacun son état civil. Du coup, c'est développer une espèce de présomption entre état civil et statut. Présomption qui dit tout simplement, les personnes ayant des actes de l'état civil coutumier sont présumées de statut coutumier et les personnes ayant des actes de l'état civil de droit commun sont présumées de statut civil. Le problème, c'est qu'on a des erreurs de détermination du statut dès le départ ou bien des erreurs de service auxquelles la déclaration de naissance doit être faite qui sont très fréquentes et apparemment des vérifications qui ne sont pas toujours systématiques.
Et il n'est pas rare qu'une personne ne possède pas les actes de l'état civil qui correspondent à son statut. Alors par exemple, il arrive que l'enfant soit déclaré à l'état civil de droit commun alors que ses deux parents sont de statut coutumier. Quand c'est un couple mixte, on peut encore avoir des doutes sur le statut qui est transmis. Quand les deux parents sont de statut coutumier, l'enfant il est de statut coutumier à la naissance. Là, c'est clairement une erreur de service auquel on fait la déclaration de naissance. Et on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec un enfant de statut coutumier qui a des actes de l'état civil du service de l'état civil de droit commun. Si on ne s'aperçoit pas de cette erreur, si on n'est pas au courant de cette erreur, ou si on ne réagit pas par rapport à cette erreur, cet enfant grandit. Et puis une fois qu'il est majeur, on lui dit « mais non, vous êtes de statut de droit commun, tout simplement parce que vous avez des actes de l'état civil de droit commun ». Et là, ça devient très compliqué, parce que pour faire rectifier cette erreur, vous êtes obligé de passer par l'étape tribunal. Vous êtes obligé d'aller devant le juge. On ne peut pas se contenter du bureau, parce que on considère ici qu'il faut en fait vérifier le statut de la personne. Et comme c'est pas une modification du statut. En ce qui me concerne, j'appelle ça une constatation du statut. Parce que simplement, il y a eu une erreur au départ et je constate que, on s'est trompé. La personne n'est pas de statut civil, elle est de statut coutumier. Ou l'inverse, d'ailleurs. Donc déjà, ça sous-entend de passer par l'étape tribunal et c'est pas forcément évident pour les gens de s'adresser au tribunal. On l'a très bien expliqué tout à l'heure. En fait, c'est pas naturel dans la culture kanak, je crois, d'aller saisir le tribunal. Donc, ce qui fait qu'on a des erreurs, qui se maintiennent. Ces erreurs peuvent être très très embêtantes parce que une personne qui est en réalité de statut kanak, par exemple, et qui on lui dit non, toi tu es de statut coutumier, de statut civil. Elle dit je suis de statut civil. Donc elle va passer des contrats. Imaginez, elle peut faire un testament, par exemple, un testament donc chez un notaire. Si on s'aperçoit qu'en réalité elle n'est pas du bon statut, il a quelle valeur ce testament ? Gros point d'interrogation. À mon avis, il n'a pas de valeur, puisqu'il a été fait conformément au droit civil, alors qu'il aurait dû être, qu'il n'existe pas dans la coutume. Donc on a ici vraiment toute une série de difficultés. Alors une autre série de difficultés qui se pose un petit peu moins, mais qu'on commence à voir arriver quand même de plus en plus, c'est la question en fait des personnes de statut coutumier qui s'installent en métropole, et en particulier qui ont des enfants en métropole. Lorsque vous avez un couple de statut coutumier, donc le père et la mère sont de statut coutumier, mariés, pas mariés, peu importe, et qu'ils ont un enfant en métropole. En métropole, il n'y a pas d'état civil coutumier. Sauf que je ne vois pas de raison à ce que le statut coutumier s'arrête aux frontières du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Le statut coutumier, il suit la personne en métropole. Donc si ces parents-là ont un enfant donc de statut coutumier en métropole, comme il n'y a pas d'état civil coutumier, ils sont obligés de le déclarer à l'état civil de droit commun. Et ensuite, comment faire pour faire placer cet enfant dans les registres de l'état civil, faire transcrire, entre guillemets, cette naissance dans les registres de l'état civil coutumier, c'est extrêmement problématique, tout simplement parce que normalement, la déclaration de naissance, elle se fait au lieu de la naissance. Et comme il n'est pas né sur le territoire, on a une espèce d'incompatibilité ici des textes et des possibilités qui sont données et on n'a aucune solution à proposer. À côté donc de ces difficultés qui sont en fait liées à une erreur ou une difficulté de statut et d'enregistrement, il existe une autre catégorie de difficultés, il y a plein de catégories, mais je m'arrête sur celle-là, qui sont liées aux situations que je qualifierais en fait de mixtes, c'est-à-dire lorsque tous les intéressés ne sont pas du même statut. Alors pour ce qui est du mariage entre une personne de statut coutumier et une personne de statut civil, la question elle est relativement claire et Bérangère Cagnon en a très bien parlé ce matin, donc je ne reviens pas dessus. Ici on sera sur un mariage célébré à la mairie et un enregistrement de l'acte de mariage à l'état civil de droit commun. Là, on peut contester cette supériorité entre guillemets qui a été accordée, mais techniquement, ça ne pose pas de problème. C'est un problème qui est plus de l'ordre de l'égalité des normes et de l'absence de pouvoir de choisir entre coutume et état civil pour ce couple, mais c'est un autre problème. En revanche, je voudrais juste développer une toute petite question qui est quand même très problématique parce que c'est une situation qui existe de plus en plus. C'est lorsque vous avez un couple mixte non marié qui a un enfant. Alors le cas le plus fréquent, en tout cas moi celui sur lequel je suis tombée dans les décisions de justice, c'est le cas de la femme de statut coutumier qui a un enfant donc non marié avec un père de statut de droit commun. Alors il y a un désaccord entre le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel de Nouméa. Moi je retiens la position de la Cour d'appel de Nouméa. Si les parents ne sont pas mariés et que la mère est de statut coutumier, l'enfant sera de statut coutumier, il prend le statut de sa mère. Son père ne lui transmet pas son statut parce qu'il n'est pas marié avec la mère. Mais son père peut vouloir faire établir sa filiation. C'est bien logique. Est-ce qu'il peut faire établir sa filiation ?
en faisant simplement une reconnaissance d'enfant à l'état civil de droit commun. En fait, le double statut n'existe pas. L'enfant, il est de statut coutumier, mais le père, il est de statut civil. Alors, est-ce qu'il peut aller à l'état civil de droit commun? Et puis, on pourrait imaginer derrière que la reconnaissance d'enfant soit transcrite à l'état civil coutumier sur l'acte de naissance. C'est la solution qui, moi, me paraissait la plus simple et qui paraissait, en plus, découler, alors pas de la circulaire de 67, pas de la délibération de 67 directement, mais de la circulaire d'interprétation de la délibération de 67. Le problème, c'est que là, je suis tombée sur une décision de justice de 2013, de la Cour d'appel de Nouméa, qui nous dit tout simplement qu'une telle reconnaissance n'est pas valable parce qu'elle n'a pas été faite au bon état civil, alors que ça correspond quand même à l'état civil du père, et surtout que on ne peut pas, si on fait la reconnaissance à l'état civil de droit commun, on ne peut pas avoir l'accord de la mère qui est obligatoire dans la délibération de 67. Pourquoi on ne peut pas avoir l'accord de la mère? Tout simplement parce qu'il est interdit de rajouter la moindre mention que celles qui sont prévues par la loi sur les actes de l'état civil de droit commun. Et du coup, la mention de l'accord de la mère, on n'a tout simplement pas le droit de le rajouter. Donc ici, en fait, on a plein de problèmes d'incohérence des textes et il faudrait vraiment, en fait, qu'on se préoccupe de tout ça. Je sais qu'il y aura des interventions demain sur les conflits de statut, les règles de conflit de statut, et je pense que c'est vraiment urgent qu'on ait à la fois l'établissement de ces règles de conflit de statut et puis aussi en fait un bon toilettage, mais vraiment un bon toilettage en profondeur de toutes ces règles relatives à l'état civil parce que on est sans arrêt face à des incohérences, des incompatibilités et je salue vraiment le travail qui est fait par le bureau de l'état civil coutumier parce que j'avoue que il y a vraiment de quoi en perdre son latin et sa raison quand on est face à certaines situations. Il y a encore plein de problèmes que j'évoque pas sur par exemple des personnes qui se pacsent en métropole, vous en avez un de statut coutumier, un de statut civil. Alors, ici, on sait très bien que c'est interdit, que c'est pas possible, mais en métropole, comme on connaît pas le statut coutumier, on s'arrête à la nationalité, on dit ils sont français tous les deux, super, ils peuvent se paxer. On arrive ici avec le Pax, qu'est-ce qu'on en fait de ce Pax? Il est valable, il est pas valable. Enfin, voilà, plein de problématiques extrêmement intéressantes. Donc encore merci Étienne de m'avoir proposé ce sujet. Je pense que j'ai ici une source de recherche absolument inépuisable. Je m'arrête là, faute de temps, et je vous renvoie en fait au rapport écrit. Merci. Merci beaucoup, Christine, d'avoir expliqué tout ça en un temps record et d'avoir fait un effort important sur le timing. Je sais que c'est très frustrant de ne pas pouvoir expliquer longuement ce sur quoi on a passé beaucoup de temps de recherche et de travail, mais merci d'essayer de nous aider à combler le retard entamé. Alors, on arrive à un moment de débat. On va faire comme ce matin. Si certains d'entre vous ont des questions à poser, on transmettra le micro de manière à ce que les questions puissent être enregistrées par la vidéo. Bonjour, Julie Beroy, juriste, je travaille en province Nord et je vais rejoindre votre constat d'urgence en fait parce qu'il y a le problème du statut, mais il y a aussi le problème du nom. Et beaucoup de mairies, petites mairies notamment, pour avoir rencontré de manière récurrente le cas, vont modifier un acte d'état civil coutumier alors que le père est de droit commun et notamment changer le nom de l'enfant. Et il se trouve qu'il y a des enfants qui ont un nom sur l'acte d'état civil et un nom sur un passeport qui est différent. Donc l'urgence est plus qu'à constater. Et merci pour l'exposé qui est très clair et pour avoir relevé le problème qui est compliqué au quotidien à gérer quand on a des cas qui viennent de manière récurrente dans certaines communes. Alain Labro, avocat. Je voulais revenir sur l'acte coutumier, et comme nous, ça nous intéresse. Lorsqu'on veut attaquer un acte coutumier, il y a les dispositions de l'article 29 de la fameuse loi de 2007, je vous le lis, qui dispose « Toute action en justice n'est recevable que si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté en préalable auprès du conseil coutumier ».
il s'est passé une chose. Ensuite, après épuisement de sa compétence par le Conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent être saisies. Alors, problématique, c'est que le Conseil coutumier, ça s'est passé à Lifou, je vous donne un exemple, dont le président était le grand chef Boula, va donner un avis sur la coutume. On saisit la justice, qui avait ses assesseurs coutumiers. Quid, vous nous répondrez s'ils sont nécessaires ou pas nécessaires dans ce cas-là. Eh bien, les assesseurs, le tribunal va donner, après un avis contraire des assesseurs coutumiers, une décision contraire à toute la logique qui avait été inspirée par cette délibération de 2007. Voilà, c'était juste, je voulais rapporter ce petit problème de mise au point d'une procédure, car ça peut être gênant lorsqu'on doit rassurer les gens sur cette méthodologie, sur une procédure et sur sa légitimité. Voilà. Non, je m'arrêterai là parce que ça ferait trop de choses. Il y avait l'article 19 là également sur s'agissant du refus de la décision de la juridiction coutumière. J'en reparlerai plus tard. Oui, il y a cet article-là qu'on consulte le conseil coutumier, c'est une consultation préalable avant de saisir la juridiction. Mais quelle est la problématique? Mais vous avez un avis qui est donné par le conseil coutumier, notamment là, c'était le grand chef Boula. Cet avis on a fait litière devant la juridiction de droit commun, simplement parce que on a convié les assesseurs coutumiers qui ont donné un avis contraire. Voilà, c'est tout. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, que ça n'était jamais arrivé. Et je vous pose cette question, vous essayerez de voir, parce que ça fait un trouble dans la procédure. À quoi servirait de saisir pour avis? Est-ce que c'est un avis conforme, voilà, obligatoire? Ça à vous de voir. La décision du tribunal. Hein. Mais c'est problématique, ça. C'est vrai qu'en pratique, on va dire, épuisement de recours préalable, a souvent été... Enfin, les OPC ont souvent eu affaire à ce problème en matière de dissolution, par exemple. Quand les personnes ne veulent pas signer, les chefs de clan. Donc, il fallait obtenir un PV de carence. Et c'était souvent... il fallait aller devant le conseil coutumier. Voilà. Et c'est vrai qu'en pratique, il est difficile à mettre en œuvre la loi de pays sur l'acte coutumier concernant cet aspect-là. Mais là, bon... c'est peut-être une loi à toiletter comme la délib. Non, je vous signale cette problématique, c'est tout. Bien, dans ce cas, on va, je crois, avoir un petit peu de temps pour prendre l'air, mais en réalité très peu de temps, pour ne pas aggraver notre retard. Donc je vous donne rendez-vous ici dans 10 minutes,